Mais, exactement comme l'apartheid, si vous voulez, les effets ne sont pas nécessairement liés uniquement au nombre de morts, aux souffrances directes, etc., mais à l'effet global que ce genre de situation crée, et en particulier à l'effet global créé par le racisme intrinsèque sur lequel est basée la légitimité ou la soi-disant légitimité d'Israël. Mais il y a beaucoup de différences. Premièrement, quand il s'agit, alors là je vais m'intéresser à notre propre société, parce que ma philosophie politique en général, c'est toujours de dire qu'en fait, on ne va pas résoudre les problèmes du monde entier, on ne va pas résoudre les problèmes du Tibet, on ne va pas résoudre les problèmes du Darfour, notre action est toujours dans notre propre société, parce qu'on ne peut pas, ou bien alors on fait des brigades internationales, on va se battre ailleurs, mais en réalité on est ici. Et l'effet de la gauche ou de la pensée contestatrice en France n'est pas tellement extraordinaire. Après tout, regardez qui est président, qui est au gouvernement, etc. Si on n'arrive pas à influencer significativement la politique française au niveau intérieur et extérieur, on ne va pas aller résoudre les problèmes du Tibet. C'est pas en embêtant un handicapé sur les Champs-Élysées qu'on va changer la situation au Tibet. Et qui plus est, il faut se rendre compte que dans les cas comme le Tibet ou le Darfour, etc., des grandes puissances comme les États-Unis interviennent autant qu'ils peuvent déjà sur le terrain. C'est pas la petite gauche française qui va changer le rapport de force. Si les États-Unis n'arrivent pas à quelque chose, c'est pas nous qui allons changer quelque chose. Donc, moi j'ai une attitude extrêmement réaliste, je plaide pour le réalisme, mais je pense aussi qu'il faut s'occuper d'abord, balayer devant notre propre porte. Mais dans le cas d'Israël ou de la Palestine, par rapport à tous les conflits que j'ai mentionnés, il y a beaucoup de différences. La première, c'est au niveau du discours. Quand il s'agit de la Serbie, à l'époque du Kosovo, de Cuba et du Venezuela, de l'Iran, de la Chine, à propos du Tibet, de la Russie, de la Tchétchénie, etc., vous pouvez dire, ou du Hamas et du Hezbollah, vous pouvez dire absolument n'importe quoi. Et je n'ai pas préparé une documentation, mais il serait facile de faire une documentation basée sur les médias mensonges, sur les déformations, sur les fausses citations, etc. On ne peut pas tout dire, et si les gens veulent me contester cela, eh bien je dirais chiche, donnez-nous 6 mois, où on peut tout dire, et ça veut dire qu'on n'a pas de communiqué du CRIF dénonçant l'antisémitisme d'X et Y, on n'a pas de pression, on n'a pas de campagne de presse comme on en a contre Dieudonné, etc. On arrête tout ça pendant 6 mois, on arrête tout et on réfléchit pendant 6 mois, et on laisse les gens s'exprimer sur la Palestine pendant 6 mois, chiche, on verra, et je pense que dans 6 mois, les choses seront très différentes. Donc je pense qu'il y a cette différence-là qui est fondamentale. Alors évidemment, il y a aussi la différence au niveau de la politique. Quand il s'agit de toutes ces causes qu'on agite, les Kurdes, le Tibet, la Tchétchénie, etc., par rapport à Israël, la politique occidentale est très très différente. Quand il s'agit des grands pays, des pays puissants, la Russie, la Chine, etc., la politique occidentale est essentiellement basée sur la réelle politique, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je veux dire, vous allez faire la guerre à la Chine, bonne chance. Vous allez faire prendre des mesures de rétorsion économique contre la Chine, mais eux peuvent en prendre contre nous. Ils ont des tonnes et des tonnes de dollars, et bon, vous pouvez faire des manifestations, mais ils s'en fichent. Donc bon, quand il s'agit des petits pays, enfin relativement faibles, comme le Soudan, la Libye, Cuba, bon, qu'est-ce qui se passe? On prend des sanctions. On n'envoie pas des troupes. Si on envoyait des troupes, on ferait un désastre comme en Irak ou en Afghanistan. On n'envoie pas de troupes. On fait de l'agitation. Et en général, on prend des sanctions. On a pris des sanctions contre le président soudanais maintenant. Bon. Mais en fait, ces sanctions ne marchent pas, et elles ne peuvent pas marcher, mais on en prend. Donc il y a 2 attitudes très différentes. Mais dans le cas d'Israël, c'est tout à fait l'opposé. Évidemment, c'est pas tellement l'Union européenne, ça c'est vrai, c'est les États-Unis, mais les États-Unis donnent de l'argent à Israël sans arrêt, apportent leur soutien diplomatique sans arrêt à l'ONU, etc. Et on l'a vu avec les dirigeants européens maintenant quand ils sont sortis lors du discours d'Ahmadinejad. Raison de sortir. Il a attaqué l'esclavage, il a attaqué le colonialisme, il a attaqué l'hégémonie des pays occidentaux au Conseil de sécurité de l'ONU. Moi je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, mais il a attaqué toutes sortes de choses qui ne plaisent pas aux Occidentaux, ils auraient pu partir. Et ils sont partis de façon coordonnée et de façon planifiée dès qu'il a parlé d'Israël. Et j'ai entendu un diplomate français dire qu'il s'est attaqué au peuple juif. Il ne s'est pas attaqué au peuple juif, il s'est attaqué à Israël comme État raciste pour les raisons que je viens d'expliquer précédemment, les principes sur lesquels l'État est basé. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont vu ce discours et ils sont choqués parce qu'ils disent il n'y a rien, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit des trucs antisémites. Et
c'était manifestement coordonné. Alors, là, vous voyez la différence totale de traitement. Parce qu'en plus des discours incendiaires anti-occidentaux à l'ONU, il y en a eu avant, il y a eu Khrouchtchev, il y a eu Che Guevara, il y a eu Fidel Castro. C'est pas la première fois qu'on dit leur cas de vérité aux Occidentaux à l'ONU. Heureusement, ils n'écoutent pas, mais enfin, c'est pas la première fois. Il y a eu Chavez. Bon. Et donc, la différence est totale. Il y aura un avant et un après le discours d'Ahmadinejad, parce que ce discours, à mon avis, fera date, parce que dans ce discours, vous avez eu l'opposition sur cette question symbolique, que je maintiens, qui est symbolique de la Palestine, une opposition totale entre l'Occident et le reste du monde. Parce que le reste du monde est resté dans la pièce, et le reste du monde, une bonne partie des diplomates du reste du monde ont applaudi quand les Occidentaux sont partis. Ils n'ont pas applaudi le courage des Occidentaux, ils ont dit « foutez le camp ». Et vous n'avez qu'à regarder la vidéo. C'est assez frappant. Bon, je ne dis pas tout le monde, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais vous avez certainement le monde arabo-musulman, ce qui fait quand même beaucoup de monde, et l'Amérique latine, qui expriment leur solidarité avec les Palestiniens et qui sont d'accord avec ce que dit Ahmadinejad. Et donc on est en train, à cause de cet État et du soutien qu'on apporte à cet État, de se mettre en conflit avec presque toute l'humanité entière. Et l'humanité entière se solidarise avec la cause des Palestiniens parce que dans l'humanité, l'expérience, si vous voulez, leur mémoire, dont on n'arrête pas de parler de mémoire ici, la mémoire, c'est le colonialisme, c'est le racisme, c'est l'impérialisme. C'est ça la mémoire de la plupart des peuples du monde, y compris des Chinois, y compris, à certains égards, des Russes, à cause de l'Allemagne et des deux guerres mondiales, etc. Et donc vous êtes dans un conflit avec le reste du monde. Bon. Alors il y a la question, on revient avec la question domestique, intérieure. Moi je pense qu'une des sources, je dis bien une des sources, du conflit et la coupure qu'il y a entre les Français, on va dire, de souche, ou les Européens de souche, et les gens issus de l'immigration, ou appelez ça issus de l'immigration, ou les gens des banlieues, ou les musulmans, appelez ça... Je n'aime aucun de ces mots, mais bon, on comprend plus ou moins ce qu'on veut dire. Moi je prétends qu'il y a une très grande coupure politique, et que cette coupure est en partie due au conflit israélo-palestinien, et à la différence de traitement. J'ai été dans les manifs pour Gaza, en Belgique et en France, lors de l'offensive sur Gaza. J'étais à la manifestation du 1er mai, mais la manifestation du 1er mai, c'est essentiellement des travailleurs, c'est pas uniquement, mais c'est beaucoup de travailleurs, on va dire français, de souche, je ne sais pas comment il faut les appeler. Vous avez très peu de gens issus de l'immigration, ça ne leur parle pas, c'est peut-être pas partie de leur tradition, je ne sais pas. Mais par contre, à Gaza, vous les voyez. Et à Gaza, vous avez des manifestations, en tout cas en Belgique, il y a eu beaucoup de protestations et d'attaques contre les manifestations parce qu'elles sont dures. Elles sont dures parce que les gens ont des slogans religieux, ils ont un ancrage très religieux, et ils ne se gênent pas pour mettre Israël égale nazi. Quand ils mettent Israël égale nazi, alors évidemment ils sont poursuivis. L'équivalent belge du CRIF a poursuivi tous les organisateurs, y compris les 3 principaux partis politiques francophones, parce qu'ils avaient participé à cette manifestation. Et donc, il me semble, enfin dans tous les trucs politiques auxquels je vais, moi je vois qu'il y a une coupure. Quand il s'agit de la Palestine, et accessoirement l'Irak, mais pas tellement, même à l'époque de la guerre en Irak, mais quand il s'agit de la Palestine, je vois une population immigrée massive, et quand je vais aux autres activités politiques, j'en vais à beaucoup, je ne les vois pas. Le discours est renforcé par toute l'agitation anti-musulmane qu'il y a en France. Moi, je prétends qu'il y a beaucoup d'agitation anti-musulmane, dont un des vecteurs est Charlie Hebdo, par exemple. Et il y a beaucoup de vecteurs de gauche, si vous voulez. Il y a la loi, bon, là je n'aime pas beaucoup m'ingérer dans les affaires intérieures françaises, parce que je ne suis pas français, mais
C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ce que j'appellerais la loi sur le voile, la loi sur des symboles religieux à l'école. Je pense que cette loi place la séparation, si vous voulez, entre l'Église et l'État, ou la religion et l'État, au mauvais endroit. C'est-à-dire, je pense que l'école doit être neutre, ça c'est vrai, mais les utilisateurs, si on veut, les gens qui vont à l'école, ne devraient pas l'être, et je pense que les gens devraient être libres, en tout cas dans le climat de laxisme généralisé qui existe dans les écoles, que je n'approuve pas nécessairement, mais tout le monde est d'accord que l'école n'est plus ce qu'elle était, il n'y a plus de tablier, il n'y a plus d'uniforme, il n'y a plus tout ça. Il me semble que dans le climat généralisé de laxisme, mettre un voile sur sa tête, c'est vraiment pas, c'est quelque chose qui devrait être accepté. Et je ne suis pas d'accord que simplement parce que ça a une signification religieuse, ça devrait être interdit, parce que les opinions des gens dans une république laïque doivent être respectées. Les gens doivent avoir leurs opinions, quel que soit. On n'est pas dans une république où on impose des opinions aux gens. Et donc je ne suis pas d'accord pour réprimer ces opinions ou réprimer des symboles parce qu'ils expriment des opinions. De nouveau, chez les utilisateurs, on pourrait discuter pour les enseignants, les travailleurs des services publics, ça c'est autre chose. Mais je parle des élèves ici. Il y a une agitation. Je parlais avec un professeur de mon université qui est musulman, et qui est un type tout à fait calme, etc., pas radical du tout, etc., un musulman très ouvert et tout ce que vous voulez. Mais il me dit, si j'étais adolescent maintenant en Belgique, ce serait très dur de grandir ici dans ce pays en étant musulman. Et la situation n'est pas aussi mauvaise qu'en France. Parce que c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des attaques contre l'islam, l'islam ci, l'islam là, etc., au nom du féminisme, au nom de la laïcité, au nom du terrorisme, au nom de ci, au nom de ça. Sans arrêt. Et donc, regardez l'hystérie suite au discours d'Ahmadinejad, regardez n'importe quoi. Et donc on a créé une situation de conflit, à mon avis, une division totale dans la société française. Moi je pense qu'on ne créera pas de mouvement social en France si on ne résout pas ce problème, si on ne résout pas, si on ne construit pas un pont, si vous voulez, entre nous, je ne veux pas dire nous pour tout le monde dans la salle, mais les gens comme moi, si vous voulez, les Souchiens, comme dit Ouria Boutelja, les gens de souche, et les gens issus de l'immigration. Parce que vous n'allez pas faire un mouvement social en oubliant la moitié, si pas plus, de la classe ouvrière. Or, aujourd'hui, la moitié, si pas plus, de la classe ouvrière est d'origine immigrée en France. Et donc, vous êtes dans une situation, on est dans une situation où on ne peut pas avoir un mouvement social réel. Et le problème n'est pas que fondamentalement économique, il est en grande partie symbolique. Et il est en grande partie lié aux deux poids deux mesures constants dans le discours. Qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on ne rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... C'est de l'autocensure, c'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Oui, mais ça... moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Non, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. C'est la liberté de... Le même Ardisson reçoit Dieudonné. C'est en 2004. C'est au moment où il a fait son sketch sur le colon israélien, donc il s'est montré en sketch avec un colon israélien, il a appelé les jeunes des banlieues à rejoindre l'axe du bien, américano-sioniste, etc. Et ça a provoqué un tollé. Et alors, Ardisson lui dit... Vous ne pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant, le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens... voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie. C'est mon travail. Mais vous ne referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? Je trouve incroyable que... J'ai pu faire un sketch sur le mollah Jean-Christophe, j'ai pu faire un sketch sur le curé. Ouais. Là, je fais un sketch sur un colon israélien, et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Non, moi je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Alors il y a l'inversion, il y a aussi ce que j'appelle l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs, c'est, bon, par exemple, sur la liberté d'expression.
traditionnellement, et ça je pense que c'est une tradition qui est française aussi, la gauche, les mouvements progressistes, les mouvements républicains ont défendu la liberté d'expression et ont toujours voulu étendre la liberté d'expression. Parce que pendant la guerre d'Algérie, par exemple, on interdisait les journaux qui parlaient de la torture. Et on interdisait aussi, par exemple, un film basé sur la religieuse de Diderot. Je me rappelle de ça parce que les Français venaient le voir en Belgique à l'époque. Et on interdisait ce film-là. Mais là, c'était les milieux cléricaux, et dans l'autre cas, c'était l'armée qui voulait qu'on ne dise pas du mal d'elle. Mais que faisait la gauche à l'époque? En général, elle était contre ces interdictions. Elle était certainement contre les interdictions sur des bases religieuses, elle était contre, enfin la gauche radicale en tout cas, celle qui luttait contre la guerre d'Algérie était contre ces interdictions. Or, depuis que les censures sont faites contre les antisémites, les racistes, etc., la gauche ne défend rien. Elle ne défend pas la liberté d'expression, elle la défend sûrement pas dans l'affaire Dieudonné, ni en 2004, ni maintenant. Ces spectacles sont annulés les uns après les autres dans toutes les municipalités. On essaye de retirer des salles quand Tariq Ramadan essaye de parler. C'est les laïcs qui font ça. Il y a une inversion totale des valeurs depuis cette affaire-là. Parce que traditionnellement, moi, il n'y a rien à faire. La laïcité, pour moi, c'est la défense de la liberté d'expression, y compris pour nos ennemis. Quand Tariq Ramadan est venu parler à Bruxelles, un groupe sioniste les a attaqués, l'a attaqué dans le journal et a voulu l'empêcher de parler. Et finalement, il y a eu une coalition dont beaucoup de juifs progressistes se sont mis dedans, mais qui est une coalition pour qu'ils puissent parler. Et évidemment, il y a eu, c'était le plus grand auditoire à Bruxelles, enfin à l'ULB en tout cas, et